Le 10 septembre 2025, midi tapant. La lumière dorée d'un automne précoce inondait la cour de Matignon, baignée dans une étrange quiétude. Les objectifs des caméras étaient déjà braqués sur le perron chargé d'histoire, théâtre silencieux d'intrigues d'hier et d'aujourd'hui. Mais ce jour-là, ce n'était pas un simple transfert de pouvoir. Non, ce qui s'apprêtait à se jouer sous les yeux de la nation, durant les 7 prochaines minutes, allait pulvériser tous les codes du protocole. François Bayrou, droit comme un chêne centenaire, arborait ce sourire sibyllin que seuls les vétérans de la politique savent manier. Il était prêt, archi prêt. Depuis sa spectaculaire chute, il n'avait pas perdu une minute. 2 jours entiers passés à peaufiner un plan aussi subtil que redoutable. Ce qu'il ignorait, c'est que de l'autre côté de l'échiquier, Sébastien Lecornu n'était pas dupe. Lui aussi avait préparé son coup. Et dans l'ombre de cette cérémonie bien huilée, il s'apprêtait à retourner la scène en tribune de puissance. Spoiler, la France entière allait en parler. La veille au soir, dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une conversation avait lieu entre 2 hommes. Emmanuel Macron, le visage marqué par l'épuisement de ses mois de crise, faisait face à son fidèle ministre de la Défense. La lumière des lustres du bureau présidentiel projetait des ombres dansantes sur les murs ornés de portraits d'anciens présidents. « Sébastien, tu comprends ce que François va essayer de faire demain ?» demanda Macron, ses yeux bleus fixant intensément son interlocuteur. Lecornu, debout près de la fenêtre donnant sur les jardins obscurs, ne répondit pas immédiatement. Il observait les grilles du palais, songeant aux millions de Français qui attendaient, frustrés, fatigués de cette instabilité politique chronique. « Il va tenter de me piéger », répondit finalement Lecornu, sa voix calme contrastant avec la gravité du moment. « Il va faire un discours long, émotionnel, plein de références à son courage, à ses convictions. Il va se poser en martyr de la République. » Macron hocha lentement la tête. Le président connaissait bien Bayrou. Ils avaient été alliés, complices même, pendant des années. Mais la politique est un jeu cruel où les amitiés comptent moins que les stratégies. François est blessé, continua Macron. 364 députés ont voté contre lui. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un premier ministre perd un vote de confiance qu'il a lui-même sollicité. Il ne va pas partir sans combat. Lecornu se retourna, son visage impassible révélant peu de ses pensées. À 39 ans, il était sur le point de devenir le 5e premier ministre d'Emmanuel Macron en moins de 2 années. Un record qui témoignait non de sa force, mais de la faiblesse collective du système politique français. « Monsieur le Président, dit-il d'une voix ferme, j'ai passé 3 années à gérer la défense nationale pendant la plus grande crise sécuritaire européenne depuis des décennies. Je crois que je peux gérer François Bayrou pendant 7 minutes sur le perron de Matignon. » Ce que ni Macron ni Lecornu ne savaient à ce moment-là, c'est que dans son appartement parisien du 7e arrondissement, François Bayrou préparait méticuleusement son coup de théâtre. Le patron du mouvement démocrate, 74 ans, visage creusé par 9 mois d'une lutte parlementaire épuisante, relisait pour la 10e fois les notes qu'il avait griffonnées dans la soirée. Sa stratégie était simple, mais redoutable. Il allait donner un discours d'apparence généreuse, promettant son aide à son successeur, parlant de rassemblement et d'invention. Mais chaque mot était calculé pour placer Lecornu dans une position impossible. En se présentant comme le sage qui passe le flambeau aux jeunes impétueux, Bayrou comptait établir une hiérarchie morale. Il serait le mentor bienveillant, Lecornu l'élève encore inexpérimenté. 3 mots, murmura Bayrou pour lui-même, répétant la structure de son discours. Aider, rassembler, inventer. Ces 3 verbes seraient ses armes. Aider, pour suggérer que Lecornu en aurait besoin. Rassembler, pour rappeler que lui-même avait essayé mais échoué face à une opposition dite raisonnable. Inventer, pour insinuer que les méthodes classiques de Macron, dont Lecornu était l'incarnation même, ne fonctionneraient pas. Le piège était parfait. Si Lecornu acceptait l'aide de Bayrou, il paraîtrait faible. S'il la refusait, il paraîtrait arrogant. Dans les 2 cas, Bayrou conserverait une influence, une présence dans le débat public. Il ne partirait pas dans l'oubli comme Michel Barnier, le Premier ministre précédent dont on ne parlait déjà plus.
Non, François Bayrou comptait bien rester une figure incontournable de la vie politique française. Ce que Bayrou ignorait, c'est qu'à ce moment précis, dans un petit appartement de Normandie où il avait grandi, Sébastien Lecornu préparait quelque chose de complètement différent. Lecornu n'était pas un orateur flamboyant comme Bayrou. Il n'avait pas l'éloquence de ces vieux routiers de la politique capables de discourir pendant des heures. Mais il avait autre chose. Une capacité à aller droit au but, une économie de mots qui, dans le contexte actuel, pouvait devenir une arme redoutable. « Pas de grand discours », écrivait-il sur une feuille blanche. Ces 4 mots seraient le cœur de sa réponse. Pendant que Bayrou préparait des paragraphes entiers, Lecornu préparait des phrases. Des phrases courtes, percutantes, qui feraient contraste avec la verbosité habituelle de la politique française. Le matin du 10 septembre, Paris se réveilla sous un ciel incertain. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des manifestants du mouvement Blocon commençaient déjà à se rassembler. Le mouvement, né sur les réseaux sociaux pendant l'été, promettait de paralyser le pays pour protester contre l'austérité, contre Macron, contre le système entier. 80 000 policiers avaient été déployés dans toute la France. L'ambiance était explosive. À 11h30, Bayrou arriva à Matignon dans une voiture noire aux vitres teintées. Les manifestants, encore peu nombreux à cette heure, scandaient des slogans hostiles. Bayrou démissionnait alors même qu'il n'était déjà plus premier ministre. L'ironie de la situation n'échappa à personne. Dans les salons de Matignon, Bayrou eut un dernier entretien de 50 minutes avec Lecornu. Personne ne sait exactement ce qui fut dit pendant ces 50 minutes. Les seules personnes présentes étaient les 2 hommes et un huissier discret qui apporta du café. Mais selon des sources proches du dossier, la discussion fut tendue. Bayrou tenta d'expliquer pourquoi son budget avait échoué, pourquoi les députés l'avaient trahi, pourquoi les circonstances étaient exceptionnelles. Lecornu l'écouta poliment, prenant peu de notes, posant peu de questions. Son silence même était éloquent. À midi pile, les 2 hommes sortirent dans la cour de Matignon. Les journalistes, massés derrière les barrières, se pressaient pour ne rien manquer. Les caméras de toutes les grandes chaînes françaises étaient présentes. TF1, France 2, M6, mais aussi les chaînes d'information continue, BFM, CNews, LCI. Toutes avaient interrompu leur programme pour cette passation de pouvoir. François Bayrou avança le premier vers le pupitre installé sur le perron. Il portait un costume sombre, une cravate bleue. Son visage affichait ce mélange de gravité et de sérénité qu'il maîtrisait à la perfection après 50 années de vie politique. Il prit une profonde inspiration et commença à parler. « Monsieur le Premier ministre, dit-il en se tournant légèrement vers Lecornu, nous voici à un moment très important, très exigeant et très dangereux pour la France. » Les premiers mots étaient posés. Important, exigeant, dangereux. 3 adjectifs choisis pour dramatiser la situation, pour suggérer l'ampleur de la tâche qui attendait son successeur. « À ce moment, il y a 3 mots qui me viennent, » continua Bayrou, sa voix prenant cette tonalité professorale qu'il affectionnait. « Aider, rassembler, inventer. » Voilà, le piège était tendu. Aider. Le premier mot était lancé comme une main tendue, mais c'était surtout une affirmation de supériorité. Celui qui aide est au-dessus de celui qui reçoit l'aide. « Mon aide et notre aide vous sont acquises », précisa Bayrou, incluant son équipe, son parti, suggérant qu'il formait un bloc de sagesse et d'expérience face au nouvel arrivant. Rassembler. Le deuxième mot était plus subtil. En parlant de rassemblement, Bayrou faisait implicitement référence à sa propre tentative échouée. Il avait essayé de rassembler, mais les forces politiques avaient été trop divisées, trop intransigeantes. C'était une manière de dire « j'ai échoué non par incompétence, mais parce que la tâche était impossible ». Inventer. Le troisième mot était le plus dangereux. « Je ne crois pas que nous allons demeurer un pays dans lequel on refuse de voir le réel », déclara Bayrou. « Je crois que nous devons inventer le monde nouveau qui s'impose, mais le faire à partir de la réalité. » C'était une critique à peine voilée. Macron et son camp, dont Lecornu était l'incarnation, refusaient de voir le réel. Il vivait dans l'idéologie, dans l'abstraction. Lui, Bayrou, était l'homme du réel, du pragmatisme. Le discours dura près de 4 minutes.
4 minutes pendant lesquelles Bayrou dressa un portrait de lui-même en homme d'État courageux, lucide, prêt à servir encore malgré l'injustice dont il avait été victime. Il termina avec une note d'optimisme calculée. « Je ne crois pas une seconde que notre pays va rester éternellement dans les divisions, les injures, la violence. » Puis il se tut et se tourna vers Lecornu. Un léger sourire aux lèvres, le piège était en place. Si Lecornu répondait en acceptant l'aide avec gratitude, il paraîtrait subordonné. S'il faisait un long discours pour se justifier ou expliquer sa vision, il tomberait dans le même travers que Bayrou, celui de la classe politique qui parle beaucoup. Mais Sébastien Lecornu avança vers le pupitre. Contrairement à Bayrou, qui avait soigneusement déplié des notes, Lecornu n'avait rien dans les mains. Pas de papier, pas de fiche, rien. Juste lui, son costume gris sobre et cette expression déterminée qui ne le quittait jamais. Il regarda d'abord Bayrou, puis les caméras, puis de nouveau Bayrou. Le silence dura 3 secondes. 3 secondes qui semblèrent une éternité aux journalistes présents. Et puis, Lecornu parla. « Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, commença-t-il d'une voix claire et ferme. Je ne vais pas faire de grands discours. Boum! Le premier coup venait d'être porté. Pas de grands discours. C'était une réponse directe, presque brutale à la prolixité de Bayrou. Mais surtout, c'était un message aux Français. L'ère des belles paroles était terminée. Cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent l'humilité et la sobriété, continua Lecornu. Humilité et sobriété, 2 qualités que, implicitement, il suggérait avoir manqué au gouvernement Bayrou. Le nouveau premier ministre savait exactement ce qu'il faisait. Chaque mot était une pierre dans le jardin de son prédécesseur. Je remercie évidemment le président de la République pour sa confiance, dit Lecornu, puis, se tournant vers lui, « Mais je veux surtout non seulement vous remercier pour cette aide que vous me proposez et que je ne refuse pas, et pour cause, mais surtout, je veux saluer l'extraordinaire courage avec lequel vous avez défendu vos intimes convictions de militants et de citoyens, jusqu'à cette dernière minute à Matignon. Extraordinaire courage. » Les mots résonnèrent dans la cour de Matignon comme une claque diplomatique. En apparence, c'était un compliment. En réalité, c'était dévastateur. Lecornu venait de qualifier le mandat de Bayrou en termes de courage plutôt que de résultat. C'était une manière élégante de dire « Vous avez essayé courageusement, mais vous avez échoué et il y avait plus ». En parlant d'intimes convictions de militants, Lecornu plaçait Bayrou dans la catégorie des idéologues, des hommes qui défendent leurs convictions personnelles plutôt que l'intérêt général. C'était subtil, presque imperceptible pour le grand public, mais dans le microcosme politique parisien, le message était cristallin. Bayrou sentit le coup. Son sourire se figea légèrement. Il comprit à cet instant que le jeune homme qu'il pensait dominer était en train de le démolir méthodiquement, phrase après phrase. « Je crois moi aussi à une forme de justice qui fait qu'un jour tout cela sera reconnu, » ajouta Lecornu. « Et je le dis comme étant aussi votre cadet, monsieur le Premier ministre. » Votre cadet. Le coup de grâce générationnel venait d'être porté. Lecornu avait, en se présentant comme votre cadet, établi un rapport de temps, de renouvellement. Bayrou représentait le passé. Lui représentait l'avenir. Et le pire, c'est que tout cela était dit avec une politesse parfaite, une déférence apparente qui rendait l'attaque d'autant plus efficace. Puis Lecornu passa à la deuxième partie de son intervention, celle qui allait faire les gros titres pendant des jours. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. On va y arriver. 4 mots simples, directs, rassurants. Après des mois d'instabilité, de gouvernement qui tombe, de budget rejeté, voilà enfin quelqu'un qui disait simplement « on va y arriver ». Pas de conditions, pas de si les députés coopèrent ou si les circonstances le permettent, juste une affirmation claire et nette. « Je suis persuadé qu'il n'y a pas de chemin impossible », continua Lecornu. Pas de chemin impossible. C'était une réfutation directe du discours de Bayrou. Ce dernier avait passé 9 mois à expliquer pourquoi c'était difficile, pourquoi les parlementaires ne comprenaient pas, pourquoi le contexte était défavorable. Lecornu lui disait « Les obstacles existent, mais ils sont surmontables. » Et puis vint le moment que personne n'oublie.
le moment qui fit trembler les fondations de la politique française. Lecornu se redressa légèrement, regarda Bayrou droit dans les yeux et prononça les mots qui allaient tout changer. « Il va falloir changer », dit-il d'une voix qui montait en intensité. « Être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Plus créatif, plus technique, plus sérieux. » 3 adverbes qui, en négatif, dessinent le portrait du gouvernement Bayrou. Pas assez créatif, pas assez technique, pas assez sérieux. C'était un massacre en règle déguisé en programme politique. Et Lecornu n'avait pas fini. Il va falloir des ruptures. Là, le mot résonna comme un coup de tonnerre. Rupture, dans le langage politique français, c'est un mot lourd de sens. C'est le mot que Nicolas Sarkozy avait utilisé en 2007. C'est le mot que tout politicien emploie quand il veut signifier un changement radical, une remise à zéro. Et pas que sur la forme, continua Lecornu, sa voix se faisant plus ferme. Et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Voilà, c'était dit. Lecornu venait d'annoncer publiquement, devant François Bayrou humilié devant les caméras du monde entier, que tout ce qui avait été fait jusqu'ici, non seulement par Bayrou, mais aussi par Barnier et peut-être même par les gouvernements précédents de Macron, était insuffisant, qu'il fallait tout remettre en question. Sur le fond, c'était une déclaration de guerre à l'ancienne manière de faire de la politique. Le discours de Lecornu dura exactement 2 minutes et demie. 2 minutes et demie face aux 4 minutes de Bayrou. Mais dans ces 2 minutes et demie, le nouveau premier ministre venait de détruire méthodiquement le piège que son prédécesseur lui avait tendu. Au lieu de répondre point par point, au lieu de s'engager dans une joute verbale, il avait simplement énoncé des faits, fixé un cap et affirmé sa détermination. Bayrou se tenait à côté, le visage fermé, le sourire avait complètement disparu. Il comprenait ce qui venait de se passer. Son plan pour rester influent, pour se poser en mentor du nouveau Premier ministre, venait d'être pulvérisé. Lecornu n'avait pas accepté l'aide. Il n'avait pas non plus été arrogant en la refusant. Il avait fait quelque chose de bien plus intelligent. Il avait changé le sujet de la conversation. La passation de pouvoir se termina par une poignée de main formelle, brève, devant les caméras. Puis les 2 hommes rentrèrent dans Matignon pour les dernières formalités administratives. Dans les minutes qui suivirent, les réseaux sociaux explosèrent. Sur Twitter, le mot #, je hais rupture, Lecornu devint instantanément sujet tendance. Les commentateurs politiques, d'abord déconcertés par la brièveté du discours de Lecornu, commencèrent à en analyser chaque mot. « Ils viennent donner une leçon de communication politique », tweetant une éditorialiste du Monde. En 2 minutes 30, Lecornu a fait ce que d'autres n'arrivent pas à faire en 2 heures. Un autre journaliste sur BFM souligna « Remarquez comme il n'a jamais dit « je ». Il a dit « on va y arriver ». Il va falloir, c'est du collectif, pas de l'ego. Sur les chaînes d'information continue, les experts décortiquaient la séquence. Les gestes de Lecornu, son regard direct, son absence de notes, sa posture droite mais pas rigide. Tout avait été calculé pour projeter une image de compétence tranquille, de détermination sans arrogance. Et puis il y avait cette phrase sur les ruptures sur le fond. Les analystes politiques comprirent immédiatement la portée. Lecornu venait d'annoncer qu'il ne se contenterait pas de méthodes différentes pour atteindre les mêmes objectifs, il visait des objectifs différents. Dans les bureaux du Parti socialiste, rue de Solferino, Olivier Faure regardait la scène se dérouler sur l'écran de télévision avec un mélange d'intérêt et de méfiance. « Des ruptures sur le fond », murmura-t-il. « Voyons voir si c'est sincère ou juste du marketing politique. » Au siège du Rassemblement national à Nanterre, Jordan Bardella prenait des notes. Le jeune président du RN, 30 ans, reconnaissait en Lecornu quelque chose qu'il comprenait, l'art de la rupture générationnelle. « Soit il y a rupture, soit il y aura censure », déclara-t-il peu après dans un communiqué. Le message était clair. Lecornu avait promis du changement. Il serait jugé sur ses actes. Pendant ce temps, dans les couloirs de Matignon, François Bayrou faisait ses derniers adieux à son équipe. Certains ministres avaient les larmes aux yeux. D'autres affichaient une colère contenue. Tous sentaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inhabituel. « Il nous a humiliés », murmura un conseiller de Bayrou à son voisin. « Non,
répondit le voisin, un vieux routier de la politique. Il a été poli, respectueux même. Mais il a été d'une clarté brutale. C'est pire qu'une humiliation, c'est une mise à l'écart. Bayrou, lui, gardait le silence. Son visage était devenu un masque impénétrable. Il serra des mains, fit des embrassades formelles, puis monta dans la voiture officielle pour la dernière fois. Direction sa mairie de Pau, dans le sud-ouest, où il restait dit. La voiture démarra, traversa les grilles de Matignon, et François Bayrou disparut de la scène nationale aussi brutalement qu'il y était apparu 9 mois plus tôt. À l'intérieur de Matignon, Sébastien Lecornu était déjà au travail. À 14h30, il recevait Gabriel Attal, chef des députés Renaissance, le parti de Macron. À 15h, les représentants des Républicains. À 17h30, Édouard Philippe, ancien premier ministre et rival potentiel. Le marathon des consultations commençait, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère politique. Les politiciens qui défilaient à Matignon cet après-midi-là n'avaient plus tout à fait la même attitude que lorsqu'ils venaient voir Bayrou ou Barnier. Ils sentaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne perdrait pas son temps en discussions infinies, qui n'essaierait pas de les convaincre par l'éloquence. Quelqu'un qui agirait. Le soir du 10 septembre, les journaux télévisés de 20 heures consacrèrent tous leur ouverture à la passation de pouvoir. Sur TF1, Gilles Boulot commenta « Une page se tourne. » En moins de 3 minutes, Sébastien Lecornu a imposé un style radicalement différent. Sur France 2, Anne-Sophie Lapix nota « Ce qui est frappant, c'est l'économie de mots. » Dans un monde politique où l'on parle beaucoup pour ne rien dire, Lecornu a choisi de dire beaucoup en parlant peu. Sur M6, Karim Rissouli alla plus loin. La vraie question maintenant, ce sont ces ruptures qu'il promet. C'est quoi concrètement? Parce que les Français en ont assez des promesses. C'était effectivement la question cruciale. Lecornu avait gagné la bataille de la communication lors de la passation de pouvoir, mais la guerre politique ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, les révélations sur ce qui s'était vraiment passé commencèrent à filtrer. Selon des sources proches de Bayrou, l'ancien premier ministre avait passé la nuit précédant la passation à peaufiner son discours. Il avait consulté ses conseillers en communication, répété devant le miroir, chronométré chaque phrase. Il voulait que ce moment soit mémorable, qu'on se souvienne de François Bayrou comme d'un homme d'État qui part la tête haute. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Lecornu avait une toute autre conception de la mémorabilité. Pour Bayrou, un discours mémorable était un discours long, riche en références, en métaphores, en tournures élégantes. Pour Lecornu, un discours mémorable était un discours qui marque par sa concision et sa force. 2 générations, 2 philosophies, 2 époques. Ce qui se passait entre les 2 hommes pendant leur entretien privé de 50 minutes reste en grande partie mystérieux. Mais selon une source qui souhaitait garder l'anonymat, Bayrou tenta de donner des conseils à Lecornu sur la gestion du Parlement. François lui a expliqué en détail pourquoi son budget avait échoué, raconta cette source. Il a parlé des différentes factions, des personnalités difficiles, des lignes rouges de chacun. Lecornu l'écoutait poliment, mais on voyait bien qu'il pensait à autre chose. À un moment, continue la source, Bayrou lui a dit « Sébastien, vous allez voir, c'est plus compliqué que ce que vous imaginez. Le Parlement, ce n'est pas l'armée. Vous ne pouvez pas donner des ordres. » Et Lecornu a répondu calmement « Je ne compte pas donner des ordres. Je compte trouver des accords. » C'est différent. Cette réponse, apparemment anodine, révélait toute la différence d'approche. Bayrou voyait le Parlement comme un obstacle à gérer, à contourner si nécessaire avec l'article. Le 11 septembre, lendemain de la passation, Lecornu entama un marathon de consultations sans se presser. Contrairement à ses prédécesseurs qui recevaient les partis séparément et étalaient les consultations sur plusieurs jours, Lecornu décida de réunir autour d'une même table les chefs de partis du socle commun. Renaissance, Mouvement démocrate, Horizon, les Républicains. « On va gagner du temps », expliqua-t-il à ses conseillers. « Si je les reçois séparément, chacun va me raconter sa version, me faire des demandes contradictoires. Si je les réunis ensemble, ils devront se mettre d'accord devant moi. » La méthode était audacieuse. Jamais un premier ministre n'avait osé faire cela. Le risque était que la réunion dégénère en dispute, que les différents partis se déchirent publiquement. Mais Lecornu avait calculé son coût. En les forçant à confronter leurs divergences en sa présence, il les obligeait à chercher des compromis immédiats.
La réunion dura 3 heures. 3 heures intenses pendant lesquelles les différentes formations du camp macroniste étalèrent leurs désaccords. Mais à la fin, un consensus émergea sur certains points clés. Pas de suppression de jours fériés, maintien d'une contribution sur les hauts revenus et surtout un processus de consultation continue avec l'opposition de gauche, notamment le Parti socialiste. C'était déjà plus de progrès que Bayrou en avait fait en 9 mois. Le 12 septembre, le Cornu reçut les syndicats CGT, CFDT, FO. Tous vinrent à Matignon avec des listes de revendications longues comme le bras. Le mouvement Blocou avait mobilisé des centaines de milliers de personnes le 10 septembre. Les syndicats étaient en position de force. Mais là encore, le Cornu déjoua les attentes. Au lieu de recevoir chaque syndicat séparément, il organisa une table ronde commune. « Messieurs, mesdames, commença-t-il, j'ai lu toutes vos revendications. Certaines sont contradictoires. Vous demandez plus de dépenses publiques, mais moins d'impôts. C'est mathématiquement impossible. Alors voilà ce que je propose. Vous allez me dire concrètement quelles sont vos 3 priorités absolues. Pas 20, pas 10, 3. Et moi, je vous dirai ce qui est faisable. » La franchise brutale de Le Cornu désarçonna les syndicalistes. Ils étaient habitués aux ministres qui promettaient tout, ne tenaient rien et laissaient traîner les négociations pendant des mois. Là, on leur demandait de hiérarchiser, de choisir, d'accepter que tout ne serait pas possible. « C'est une méthode intéressante », admit Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, en sortant de la réunion. « On verra s'il tient parole. » Pendant ce temps, dans les médias, l'analyse de la passation de pouvoir continuait. Des spécialistes en communication décortiquaient chaque geste, chaque mot de Le Cornu. Un professeur de sciences politiques de Sciences Po publia une tribune remarquée dans le Figaro. Le Cornu a compris ce que toute la classe politique semble avoir oublié. Dans une crise de confiance, le silence vaut mieux que les discours. Les Français ne veulent plus qu'on leur parle. Ils veulent qu'on agisse. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les députés commençaient à parler de l'effet Le Cornu. Marine Le Pen, présidente du groupe RN, déclara à ses troupes lors d'une réunion à huis clos « Ce type est dangereux. Il ne fait pas d'erreur. Il ne donne pas de prise. » Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, fut plus direct dans un tweet rageur. « Le Cornu ou Bayrou, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Macron change les hommes, mais garde la même politique. Nous déposerons une motion de censure dès que possible. » Mais même au sein de la NUPES, certains étaient moins catégoriques. Manuel Bompard, coordinateur du mouvement, admit en privé « Il a l'air plus compétent que Bayrou. Ça va être plus difficile de le faire tomber. » La véritable épreuve pour Le Cornu, tout le monde le savait, serait le budget 2026. François Bayrou était tombé précisément sur ce sujet. Son projet de loi de finances prévoyait 44 milliards d'euros d'économie, un chiffre astronomique qui avait provoqué une levée de bouclier générale. Le 15 septembre, 5 jours après la passation de pouvoir, Le Cornu convoqua une conférence de presse à Matignon. Il n'avait toujours pas formé son gouvernement, ce qui commençait à inquiéter. Mais il voulait d'abord clarifier sa méthode budgétaire. La salle de presse de Matignon était bondée. Plus de 200 journalistes, sans exception. Caméras, micros et enregistreurs prêts, l'attente était palpable. Le Cornu entra seul, sans notes, encore une fois. Il s'installa derrière le pupitre, regarda l'assistance et commença. « Je vais partir d'une feuille blanche », déclara-t-il d'emblée. « Le budget Bayrou est un point de départ pour la réflexion, pas une vérité révélée. Feuille blanche. » Les mots firent l'effet d'une bombe. Le Cornu venait de désavouer publiquement le travail de son prédécesseur. « Je vise un déficit aux alentours de 4,7 % du produit intérieur brut en 2026, » continua-t-il. « C'est proche des 4,6 % que visait M. Bayrou, mais j'arriverai à ce chiffre différemment. » Différemment. Le mot-clé. Un journaliste de Libération leva la main. « Monsieur le Premier ministre, vous parlez de rupture sur le fond. Concrètement, ça veut dire quoi? » Le Cornu ne se déroba pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander uniquement aux classes moyennes et populaires de faire des efforts. La justice fiscale ne sera pas un slogan, mais une réalité. Justice fiscale. Voilà un langage que même la gauche pouvait entendre. Un autre journaliste, de BFM cette fois.
Allez-vous instaurer la taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, comme le demandent les socialistes? Lecornu marqua une pause. La question était piégée. S'il disait oui, il s'aliénait une partie du camp présidentiel et du patronat. S'il disait non, il perdait toute chance d'accord avec le Parti socialiste. La taxe Zuckman est une proposition intéressante, répondit-il prudemment. Mais ce n'est pas la seule réponse possible. Il y a d'autres mécanismes fiscaux qui peuvent produire les mêmes effets sans créer les mêmes problèmes techniques. C'était l'art de ne pas dire non sans dire oui. De laisser une porte ouverte sans s'engager. Les journalistes présents comprirent qu'ils avaient affaire à un négociateur habile. Pendant ce temps, François Bayrou suivait la conférence de presse à la télévision. Il était seul dans son bureau de la mairie. Les stores tirés contre le soleil d'automne et le silence de la corniche étaient comme une gifle supplémentaire. Feuille blanche, différemment, justice fiscale. Bayrou avait passé 9 mois À défendre un budget d'austérité, à expliquer que les classes aisées payaient déjà assez d'impôts, que l'effort devait être partagé. Et voilà que Lecornu, en quelques phrases, détricotait tout ce discours. Le téléphone de Bayrou sonna. C'était Jean-Louis Bourlange, député du mouvement démocrate et fidèle allié. « François, tu regardes ?» demanda Bourlange. « Il est en train de nous désavouer complètement. »« Je vois, » répondit Bayrou d'une voix éteinte. « Il fait ce qu'il doit faire pour survivre. Mais nous, le mouvement démocrate, notre positionnement centriste... » Jean-Louis soupira. « La politique, c'est l'art du possible. Lecornu a compris que sans la gauche, il n'y a pas de majorité possible. Nous, on croyait qu'on pouvait s'appuyer sur le Rassemblement national. On s'est trompé. » Le silence s'installa au bout du fil. Puis Bourlange dit doucement. « Tu regrettes d'avoir appelé ce vote de confiance ?» Bayrou réfléchit longtemps avant de répondre. « Non, j'ai fait ce que je devais faire. Mais peut-être que j'ai surestimé ma capacité à imposer une ligne. Lecornu, lui, ne cherche pas à imposer, il cherche à composer. » C'était peut-être l'analyse la plus lucide de la situation. Bayrou avait tenté d'être un premier ministre fort, imposant ses vues au Parlement. Lecornu tentait d'être un premier ministre stratège, construisant des majorités variables selon les sujets. Le 20 septembre, 10 jours après la passation, Lecornu annonça enfin la composition de son gouvernement. Il avait pris son temps, contrairement à ses prédécesseurs qui s'étaient précipités. Le gouvernement comptait 22 ministres, un nombre réduit par rapport aux 35 du gouvernement Bayrou. Un gouvernement resserré pour plus d'efficacité, expliqua Lecornu. Certains noms firent sensation. Benjamin Marad, jeune député Renaissance, fut nommé ministre des Armées, remplaçant Lecornu à ce poste. Roland Lescure hérita de Bercy, le prestigieux ministère de l'Économie. Mais la vraie surprise vint avec la nomination de Catherine Vautrin aux affaires sociales. Vautrin, issu des Républicains, était connu pour ses positions sociales progressistes. Sa nomination était un signal clair à la gauche, Lecornu était prêt au dialogue. Le gouvernement fut accueilli avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « On va voir ce qu'ils font », commenta Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. « Pour l'instant, ce ne sont que des noms. » Jordan Bardella, lui, fut plus sec. « Un gouvernement Macron bis, aucune rupture, juste du recyclage. » Mais l'analyse la plus fine vint d'un éditorialiste du Monde. Lecornu a fait quelque chose de subtil. Il n'a nommé aucune personnalité trop marquée idéologiquement. Tous ces ministres sont des techniciens, des gestionnaires. Il envoie un message. On va arrêter de faire de l'idéologie, on va gérer le pays. Le 25 septembre, Lecornu donna sa première interview télévisée aux Parisiens. Le quotidien populaire avait été choisi stratégiquement. Pas Le Monde, pas Le Figaro, mais Le Parisien, le journal des classes moyennes. Dans cet entretien, Lecornu se montra d'une franchise désarmante. « Je ne suis pas un magicien, » admit-il. « Je ne vais pas résoudre tous les problèmes de la France en 3 mois, mais je vais essayer de remettre le pays sur les rails. » Sur la question de la taxe sur les hauts patrimoines, il précisa. « La taxe Zuckman telle qu'elle, non. Mais une contribution renforcée sur les très hauts revenus, oui. » Ce n'est pas la même chose. Sur les retraites, sujet explosif, il déclara. La réforme de 2023 ne sera pas suspendue, mais on peut en discuter les modalités avec les partenaires sociaux. C'était l'équilibre. Fermeté sur le principe,
souplesse sur les modalités. Le même jour, François Bayrou donnait lui aussi une interview à France Inter. Cette fois, le contraste avec Lecornu était saisissant. Là où Lecornu était concis et direct, Bayrou se lançait dans de longues explications historiques et philosophiques. « Vous voyez, expliqua-t-il au journaliste, la crise que nous traversons n'est pas seulement budgétaire ou politique, c'est une crise civilisationnelle. Nous sommes à un moment charnière où... » Le journaliste l'interrompit poliment. « Monsieur Bayrou, revenons à votre vote de confiance. regrettez-vous de l'avoir demandé? Bayrou se redressa, visiblement agacé par l'interruption. « Regretter, non. J'ai fait ce que ma conscience me dictait. Le pays ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens éternellement. J'ai voulu forcer les parlementaires à affronter cette réalité. Ils ont préféré fuir. Mais M. Lecornu semble trouver un chemin de compromis que vous n'avez pas su trouver, insista le journaliste. Il y eut un long silence. Sébastien Lecornu est un homme compétent, finit par dire Bayrou, sa voix trahissant une certaine amertume. Il a l'avantage de la jeunesse, de la nouveauté. Les gens veulent croire en lui. J'espère qu'il réussira là où j'ai échoué. C'était un aveu de défaite déguisé en bénédiction. Les auditeurs de France Inter comprirent que Bayrou, malgré ses belles paroles lors de la passation, n'avait pas vraiment digéré son échec. Le 1er octobre, le projet de budget de Lecornu fut enfin déposé à l'Assemblée nationale. Le texte était une synthèse habile de différentes propositions. 40 milliards d'économies, moins que les 44 prévus par Bayrou. Une contribution renforcée sur les revenus très élevés, des efforts demandés aux administrations, mais pas de suppression massive de postes de fonctionnaires. Un compromis, en somme. C'est le budget du possible, commenta Lecornu lors de sa présentation. Pas le budget idéal, mais le budget que nous pouvons faire passer ensemble. Le débat budgétaire commença dans une atmosphère tendue, mais moins explosive que lors du projet Bayrou. Le Parti socialiste, par la voix d'Olivier Faure, annonça qu'il étudierait le texte ligne par ligne, mais ne s'y opposerait pas par principe. Le Rassemblement national temporisait, Marine Le Pen déclarant qu'elle attendrait de voir les amendements. Seule la France insoumise restait inflexible, Manuel Bompard promettant une opposition totale à ce budget d'austérité déguisé. Mais les mathématiques parlementaires étaient avec le bloc central, les Républicains, et une abstention bienveillante du Parti socialiste. Lecornu pouvait espérer faire passer son budget sans recourir à l'article 49, alinéa 3. Ce serait une première depuis le début du quinquennat de Macron. Le 5 octobre, un événement inattendu bouleversa la donne politique. François Bayrou annonça qu'il prenait un temps de recul de la vie politique nationale pour se consacrer à son mandat de maire de Pau. Dans une lettre ouverte publiée dans le Journal du Dimanche, il écrivit « J'ai servi la France du mieux que j'ai pu, mais je reconnais que le temps est peut-être venu pour une nouvelle génération de prendre le relais. Je continuerai à défendre mes convictions, Mais depuis peu, ma ville que j'aime... » C'était une retraite déguisée en choix volontaire. Mais tout le monde comprit le message sous-jacent. Bayrou admettait que son ère était terminée. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le microcosme politique parisien. Pour beaucoup, Bayrou était une figure incontournable depuis des années. Le voir s'effacer ainsi était le symbole d'un changement d'époque. Le soir même, Lecornu fit une déclaration sobre. « Je salue le parcours exceptionnel de François Bayrou au service de la France. Son engagement pour le centrisme et le dialogue des mécaniques restera dans les mémoires. Pas d'effusion, pas de longs hommages, juste une reconnaissance formelle et polie. » Certains y virent de la froideur, d'autres une volonté de tourner définitivement la page. Le 10 octobre, un mois jour pour jour après la passation de pouvoir, les sondages tombèrent. Lecornu atteignait 38% d'opinion favorable. Un chiffre honorable pour un premier ministre dans le contexte actuel. Plus significatif encore, 52% des Français pensaient qu'il ferait un bon ou assez bon premier ministre. C'était 10 points de plus que Bayrou à ses débuts. Le mouvement Blocou, qui avait promis de paralyser le pays, s'essoufflait. Les manifestations se faisaient plus rares, moins suivies. Lecornu avait réussi ce que Bayrou n'avait pas réussi. Désamorcer la colère sociale par l'action rapide et le dialogue.
Il a compris quelque chose de fondamental, analysait un sociologue dans Les Échos. Les Français ne demandent pas des miracles. Ils demandent qu'on les écoute et qu'on agisse. Lecornu écoute sans faire semblant et agit sans faire de grands discours. Le 15 octobre, lors d'un déplacement à Lyon, Lecornu fut interrogé par un journaliste local sur sa relation avec François Bayrou. « Monsieur le Premier ministre, lors de la passation, vous avez parlé de rupture. Certains ont vu cela comme une attaque contre M. Bayrou. Qu'en dites-vous? » Lecornu s'arrêta, réfléchit un instant puis répondit avec sa franchise habituelle. « François Bayrou est un homme que je respecte profondément. Mais respecter quelqu'un ne signifie pas faire la même chose que lui. Les ruptures dont je parlais ne visaient pas une personne, mais une méthode. La France ne peut plus se permettre des gouvernements qui parlent beaucoup, mais agissent peu. » C'était dit avec tact, mais le message était clair. L'ère des bavardages était terminée. Place à l'action. Le 3 novembre, après 2 mois de débat sur le budget, Lecornu fut adopté par l'Assemblée nationale. Vote 100 voix pour Véran, 100 mentions sur Chiappa, 109 voix pour, 25 contre, motion de censure victorieuse. Le premier budget adopté normalement depuis le début du quinquennat de Macron. Ce soir-là, dans son bureau de Matignon, Sébastien Lecornu regardait par la fenêtre les jardins obscurs. Il pensait à cette journée du 10 septembre, au piège que Bayrou lui avait tendu, à ces 2 minutes et demie qui avaient changé sa vie. Son téléphone vibra. Un message d'Emmanuel Macron. « Félicitations, tu as réussi. » Lecornu sourit légèrement. « Réussi? Non, pas encore. » Il avait juste survécu au premier round. Il restait tant à faire. Mais une chose était sûre. Il l'avait fait à sa manière. Sans grand discours, sans effet de manche, juste avec du travail, de la méthode et cette capacité à aller droit au but que Bayrou et toute l'ancienne garde politique semblaient avoir perdue. Dans son bureau de la mairie de Pau, François Bayrou éteignit son téléviseur après avoir regardé le vote budgétaire. Il se leva lentement, ses 74 ans pesant sur ses épaules. Il regarda les photos sur son mur. 50 ans de vie politique, de combat, de victoire et de défaite. « Sébastien Lecornu a compris quelque chose que je n'ai jamais compris, » murmura-t-il pour lui-même. « Que dans la politique moderne, ce ne sont pas les beaux discours qui comptent, ce sont les résultats. » Il éteignit la lumière de son bureau et sortit dans la nuit béarnaise. Sa carrière nationale était terminée, et au fond de lui, malgré l'amertume, il le savait. C'était peut-être mieux ainsi. La France avait besoin d'autre chose, d'une autre génération, d'une autre méthode, d'une autre voie. 7 minutes sur le perron de Matignon, le 10 septembre 2025, avait suffi pour que le monde comprenne que le changement n'était pas qu'un slogan, c'était une réalité. François Bayrou avait tendu un piège parfait, mais Sébastien Lecornu avait fait quelque chose de bien plus intelligent que de l'éviter. Il l'avait transformé en tremplin. Et la France, épuisée par des années d'instabilité, regardait enfin avec un peu d'espoir vers l'avenir.